Le problème de la douleur n'est pas inflammatoire. Notre cerveau est fait de zones de contrôle de la douleur et de zones qui amplifient le message. J'entends beaucoup de patientes me dire « Oui, mais moi, à l'imagerie, on n'a rien vu ». En fait, une micro-lésion peut déjà générer de la douleur. Alors déjà, je leur dis, bon voilà, vous allez tomber de votre chaise, je vais vous donner 2 gros mots, et il ne faut pas en avoir peur. C'est vrai que quand on est patiente, on peut se dire « Ouh là là, j'ai tellement de choses à mettre en place ». Parce qu'une endométriose ne va pas fatalement vous empêcher d'avoir des enfants, hein. Alors, est-ce qu'on peut parler vraiment d'endométriose sans parler de douleur ? Cette douleur qui est sourde, aiguë, qui lancine, qui isole et qui fatigue, et surtout qu'on a appris à tolérer en silence. Aujourd'hui, j'ai voulu qu'on arrête de tourner autour et qu'on creuse ce sujet de la douleur. C'est pour ça que j'ai invité celle qui pour moi est la spécialiste. La première fois que j'ai rencontré le docteur L'Huillerie, c'était en septembre 2017. J'étais patiente, elle m'a écoutée, elle m'a cru, et comme pour beaucoup de femmes, elle a changé ma vie. Le docteur L'Huillerie est spécialiste de la douleur et de l'endométriose. Elle est aussi cofondatrice du réseau Raisando de l'hôpital Saint-Joseph, et elle est surtout passionnante. Je suis absolument ravie et honorée de l'avoir aujourd'hui dans le studio. Merci Camille. Alors au début, avant de parler d'endométriose, je voulais qu'on parle de vocation, parce que pour moi, la douleur, c'est une spécialité qui vient pas forcément, qu'on va aller chercher. Et je voulais savoir ce qui, vous, Delphine, vous avez poussé à devenir médecin de la douleur. Alors, au cours de mes études médicales, j'ai eu beaucoup de mal à les poursuivre parce que j'y voyais pas toujours un sens. Ça tournait beaucoup autour de la technique. Je crois qu'une vocation, elle est liée à une rencontre et à des circonstances. Je suis d'une génération qui a connu le sida, et je crois que le sida a changé énormément la position des médecins. Tout à coup, leur toute-puissance avait trouvé leurs limites. C'était la maladie, le sida, pour laquelle il n'y avait pas de traitement curatif. Et l'état d'esprit autour de cela, c'était de prendre finalement en charge le patient, non pas au travers de sa maladie uniquement, mais au travers de ce qu'il était. Et là, ça a été un premier point pour moi, qui m'a ouvert les yeux et où je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est être auprès des patients. Et puis ensuite, ça a été une rencontre. Rencontre de mon premier mentor, le docteur Jean-Marie Yomas, qui faisait de la douleur et du soin palliatif. Et quand on rencontre un mentor, on a envie de lui ressembler. Et c'est à lui que j'ai eu envie de ressembler. Ah, c'est passionnant. C'est vrai que on en discutait, mais lors de mon DU d'éducation thérapeutique, on nous avait appris que vraiment l'éducation thérapeutique du patient était née avec le sida, puisqu'en fait il y avait cette découverte qu'il fallait qu'il y ait une alliance entre le patient et le soignant, et qu'en fait il fallait aussi penser à la qualité de vie et à penser que le fait que les traitements s'adaptent aussi aux patients. Donc je trouve ça hyper intéressant, mais je me suis toujours demandé, parce que pour moi c'est vraiment incroyable de soulager la douleur chronique, je pense que c'est parce que je suis concernée, mais pourquoi il y a si peu de médecins de la douleur ? Alors je crois que l'objectif d'un étudiant en médecine au départ, c'est de sauver le monde. On fait médecine parce qu'au très profond, on a envie de sauver le monde. Et que nos études tournent autour de la pathologie et de l'organicité, plutôt que de tourner autour du symptôme et de prendre même de façon indépendante le symptôme. Donc je pense qu'il y a un biais, c'est celui de l'objectif de ces études médicales, et je crois que on ne nous apprend pas suffisamment le traitement du symptôme au-delà du traitement de la pathologie. C'est une des raisons qui fait que finalement on ne peut pas entraîner des vocations si on n'explique pas qu'il existe, au-delà de la pathologie, finalement, des symptômes que l'on pourrait prendre en charge. Et d'autre part, la douleur chronique, qui est finalement une maladie à part entière, n'est pas mortelle. À partir de ce moment-là, un étudiant en médecine, ou en tous les cas un médecin, s'y intéresse beaucoup moins. Oui, c'est sûr, c'est ce que je me suis toujours dit. Et mais peut-être qu'il y aura de plus en plus de malades chroniques, donc peut-être que ça va faire naître des vocations. Et est-ce que ça vient pas aussi du fait que pendant beaucoup d'années, la médecine s'est concentrée sur ce qui était vital pour sauver les vies, et peut-être que maintenant, on a tendance à plus aussi s'intéresser à la qualité de vie, qui a peut-être été moins prise en compte avant? Alors, j'ose espérer, mais je le pense, les plus jeunes médecins sont plus tournés vers la qualité de vie. L'endométriose est un exemple évidemment tout à fait criant, et
je crois que ça vient pas tant de nos professeurs en médecine que des associations, que de tout un mouvement sociétal qui fait que on est, je pense, plus tourné vers le patient que vers sa maladie. Et toute cette jeune génération, à mon avis, va voir la médecine et leur métier de façon tout à fait différente. Alors maintenant, donc on va rentrer dans le concret. Parce que pour moi, cette douleur, il faut vraiment la nommer, la décrypter et aussi la légitimer. Parce que l'endométriose, c'est loin d'être uniquement une maladie de règles douloureuses. Pourquoi, docteur, l'endométriose génère-t-elle autant de douleurs ? Alors, l'ensemble, d'abord, des pathologies chroniques génèrent des douleurs. L'endométriose, à nouveau, est un exemple important parce que beaucoup de femmes en sont atteintes et que la problématique principale, c'est en effet la douleur chronique. Je ferai une petite parenthèse, c'est que le diagnostic, encore aujourd'hui, ne se fait pas suite à des plaintes douloureuses, mais se fait encore très souvent par rapport à une dysfertilité. Or, la dysfertilité, c'est seulement 40% des femmes atteintes d'endométriose, alors que la douleur, c'est 90%. Ouais. Je pense que d'ailleurs, ça explique beaucoup le décalage entre le début de la maladie et le moment du diagnostic. Maintenant, la douleur. Toute la problématique de la douleur, c'est la répétition. La répétition d'une douleur fixe la notion. Répétition physique, c'est-à-dire les règles en premier lieu quand même. Le fait d'avoir des règles tous les mois va petit à petit fragiliser le corps qui, d'une règle à l'autre, essaie de se cicatriser et le peut de moins en moins par cette répétition. Donc, il y a des mécanismes au très profond, anatomiques, biologiques, qui vont modifier la réactivité des cellules. Et ce, jusqu'à notre génome, qu'il va se modifier par la répétition d'une information délétère. Et ce génome va générer des nouvelles molécules qui sont elles-mêmes pro-inflammatoires et qui vont auto-entretenir le système. Bon. À partir de ce moment-là, il y a des mécanismes anatomiques qui expliquent la douleur. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que le problème, il n'est pas inflammatoire. Et c'est bien une des problématiques, c'est que les médecins pensent que comme c'est une maladie inflammatoire, on donne des anti-inflammatoires, des opioïdes, c'est-à-dire des morphiniques, et que ces opioïdes et ces anti-inflammatoires n'ont absolument aucun rôle. On le voit en pratique chez les patientes. Parce que le problème de la douleur n'est pas inflammatoire. Il est en fait névralgique. Le seul moment où nous avons un pic inflammatoire directement responsable des douleurs, ce sont les règles. En dehors des règles, les douleurs qui perdurent ne sont pas inflammatoires directement responsables. Elles sont névralgiques. Ce sont les nerfs qui ont mal. En fait, la maladie, on est tous d'accord, elle est inflammatoire, mais à bas bruit. Mais ce bas bruit, à force d'être là, plus les règles avec ces pics inflammatoires vont venir léser les petites terminaisons nerveuses et c'est elles qui parlent. Coup de poignard, coup de couteau, étau, ça va dans les jambes, ça remonte, ça va dans le dos, ce sont les trajets des nerfs. Donc nous avons authentiquement des micro-lésions névralgiques qui ne sont absolument pas visibles aux examens classiques. Et ces lésions amènent à des traitements particuliers dont on reparlera. Ça, c'est le premier élément de mon triptyque douleur. Il y a un deuxième élément fondamental, c'est que quand un nerf est irrité, il entraîne automatiquement une perte de mobilité du tissu concerné. Vous avez de l'endométriose sur le ligament utérosacré, c'est le nerf qui passe dans le ligament qui a mal, parce qu'il est lésé, et derrière, le ligament s'arrête de bouger. Tout tissu élastique qui s'arrête de bouger. Muscles, hors des muscles, il y en a qui sont concernés. Vessie, vagin, utérus, tube digestif. Et puis, les tendons, les ligaments, tous ces tissus élastiques, dès qu'ils s'arrêtent de bouger, vont se rétracter, se contracturer. C'est une contracture. Pas une contracture, ça fait mal. Là-dessus, on a deux cercles vicieux. C'est que quand ça contracte, ça augmente l'inflammation localement et ça titille encore plus le nerf. Et on a un cercle vicieux entre ces deux-là. Et puis, le deuxième cercle vicieux, c'est que quand un tissu s'arrête de bouger, comme le ligament utérosacré, avec le temps, on va avoir un effet domino de perte de mobilité de proche en proche. Le ligament utérosacré va entraîner une perte de mobilité de l'utérus, c'est le début des douleurs en rapport sexuel, qui va entraîner une perte de mobilité du vagin, douleur à la pénétration, qui va entraîner une perte de mobilité de la vessie, on fait pipi 15 000 fois dans la journée, qui va entraîner une perte de mobilité du tube digestif,
on a une alternance diarrhée-constipation. Ce ligament hétérosacré, il est accroché au sacrum derrière, sur votre colonne vertébrale, et on va finir par avoir mal au dos, etc., etc. Et comme je vous l'ai dit, quand ça s'arrête de bouger, ça coince son propre nerf. On est dans un cercle vicieux, physiquement, dans tous les sens, et des pertes de fonction des organes. Pour finir cette explication, nerf irrité, tissu qui bouge pas, l'information remonte au cerveau, qui lui a un rôle. Alors la douleur n'est jamais dans la tête, mais la tête a une sacrée action sur les douleurs. Et notre cerveau est fait de zones de contrôle de la douleur et de zones qui amplifient le message. Ça veut dire qu'une même information douloureuse ne va pas être analysée par le cerveau de la même manière à deux moments T différents. Oui, c'est passionnant. Du coup, là, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Déjà, le fait que souvent, les patientes vont penser que parce qu'elles ont des troubles digestifs, cela veut dire qu'elles ont des endométrioses digestives, des atteintes digestives, alors que c'est pas forcément le cas en réalité. On sait du tout. C'est absolument pas forcément le cas. C'est juste le fait que le tissu s'arrête de bouger, donc ça entraîne des symptômes, une dysfonction, si vous voulez, d'organes. Et c'est vrai que dans cette maladie, nous sommes plus dans une dysfonction que dans une organicité. On le sait bien, la maladie elle-même n'a que peu de traitement. Il n'y a même pas de traitement curatif absolu. Donc, la problématique, elle est surtout dysfonctionnelle. Oui, c'est ça qui est compliqué. Du coup, on revient par rapport à ce qu'on apprend dans les études de médecine. C'est qu'on n'est pas sur les symptômes et sur la fonction, mais plutôt sur l'organe. Et du coup, là, ça coince. Et aussi, j'entends beaucoup de patientes me dire oui, mais moi, à l'imagerie, on n'a rien vu. Et du coup, soit donc j'ai pas d'endométriose, j'ai pas de côté gynécologique, mais c'est pas possible. J'ai pas les nerfs ne sont pas atteints. Mais est-ce que tout est vraiment visible? Non. Les choses sont absolument pas visibles. En fait, une micro-lésion peut déjà générer de la douleur. C'est exactement le principe d'un fil électrique qui court le long de la plainte. En fait, la problématique, c'est la gaine de ce fil qui est ouvert. Vous mettez votre doigt dessus, vous allez vous prendre une décharge. C'est le même principe. Et pourtant, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Non pas que la gaine n'est pas ouverte, mais que les petits filaments en regard sont abîmés. C'est le même principe. Nous n'avons pas d'imagerie encore assez performante pour démontrer qu'il y a des micro-lésions névralgiques. D'autre part, nous n'avons pas d'examen, je dirais facile à faire, pour montrer qu'il y a une perte de mobilité. Donc ces deux éléments fondamentaux de la création, si je puis dire, de la douleur, ne sont pas visibles. Donc, à partir de là, c'est vrai que la crédibilité est toujours plus compliquée, d'autant qu'on nous a appris la médecine par preuve. Donc, on rentre dans une grande difficulté de crédibilité chez ces patientes. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve, en tous les cas, visible. Oui. Il existe bien quelque chose. Ça n'est pas dans la tête. Mais les preuves visibles, avec les instruments qu'on peut avoir à notre disposition, sont tous négatifs. Il n'y a pas assez de finesse. Même aux examens biologiques. Oui. On ne voit pas d'inflammation sur les examens biologiques. Oui. Et pourtant, il en existe une. Mais elle est à bas bruit. Oui. Et du coup aussi une question qui, je pense, est vraiment dans la tête des patientes. Parfois, certaines doivent se sentir un peu, dans la compréhension parce qu'on leur a dit qu'elles avaient une petite endométriose, pas beaucoup de lésions, et pourtant elles ont énormément de douleurs. Comment ça se fait? Alors ça, déjà, quand on leur dit ça, ça délégitime tout à fait la réalité du terrain. Et puis, ça dédouane un tout petit peu parfois le professionnel de se dire, écoutez, c'est pas de ma faute, parce que moi, il n'y a pas grand-chose, donc finalement, j'ai pas grand-chose à faire. Pourquoi? Parce que finalement, on est dans un incendie. Or, la taille d'un incendie n'est pas proportionnée à la taille de l'allumette qui l'a allumé. L'allumette, c'est l'endométriose qui a généré une blessure névralgique. Ça peut être tout petit, mais si on n'y fait rien, on a des braises corporelles, perte de mobilité qui augmente avec le temps, braises corticales, c'est-à-dire tous les processus mentaux qui vont se mettre en route et qui vont eux-mêmes alimenter le système et augmenter anatomiquement l'information douloureuse. Je voudrais juste faire, si c'est possible, un tout petit point sur le cerveau. Souvent, quand on parle cerveau, l'immédiateté chez une patiente, c'est de se mettre en retrait en disant tout de suite « Oh là là, ça y est, on va encore me dire que c'est dans la tête ». Non, c'est pas dans la tête, mais le cerveau a une sacrée action. Dans notre cerveau, nous avons plusieurs zones. Des zones de contrôle, comme je le disais, et des zones qui amplifient le message. Si on vous fait une IRM fonctionnelle, à un moment où vous avez mal, on va voir en gros la matrice douleur qui est à peu près ici, au niveau de notre cerveau, qui va s'allumer.
Et elle va s'allumer proportionnellement à l'intensité douloureuse ressentie. Donc il y a une marque. C'est pas une vue de l'esprit, il y a une vraie marque. Si on vous met devant un film qui vous intéresse, vous avez moins mal. C'est pas parce que c'est psy, c'est parce que ce moment-là, il y a une hyperactivité de la zone frontale. La zone frontale, c'est celle qui s'active dès qu'il y a un détournement de l'attention. Et dès qu'il y a un détournement de l'attention, elle s'active et on le voit. Elle vient inhiber, réduire l'information douloureuse. Nous avons moins mal. Donc, à ce moment-là, c'est pas que c'est psy, c'est que nous générons une activité d'un contrôle de la douleur. De la même manière, l'axe occipital, quand il est activé, il réduit la douleur. C'est l'hypnose. Et puis, au très profond de notre cerveau, on a une zone qu'on appelle la zone limbique, pour faire court, c'est plus fin, mais pour faire court, qui, elle, s'active dès qu'il y a une émotion négative. La peur, la tristesse, l'anxiété, le stress, la dépression. Dès qu'il y a un de ces sentiments, la zone limbique s'allume et elle, au contraire, vient augmenter l'activité électrique de la matrice douleur. Nous voyons à quel point il est important de prendre en charge aussi ce cerveau pour qu'il soit plus défensif que augmentateur des informations douloureuses. Oui, j'ai l'impression qu'en fait, il faut un peu venir muscler son cerveau. Enfin, en fait, il faut le décoder, le re-régler, en fait. Comme j'ai l'habitude, en effet, de le dire, remusclez votre cerveau et faites réfléchir votre corps. En effet, le cerveau, on peut le modifier. Il y a ce qu'on appelle la plasticité neuronale. C'est-à-dire que ce cerveau se modifie structurellement, tant à cause d'éléments de vie délétères, que si on en rechange sa structuration, sa façon de penser. C'est en effet la méditation, c'est l'hypnose, c'est la psychothérapie, c'est la sophrologie. C'est un certain nombre de techniques qui vont modifier la manière du cerveau de réagir à une information. Au niveau du corps, on peut faire réfléchir son corps. C'est-à-dire que le but, c'est que ça bouge. Alors pour ça, on a des thérapeutes. Il y a l'ostéopathie pour déverrouiller un bassin. Il y a les kinés qui sont là pour renforcer musculairement, réapprendre au tissu à lâcher et à se renforcer musculairement pour amortir mieux une information douloureuse. Et il y a l'activité physique. Et l'activité physique, elle doit être réfléchie parce que on doit faire une activité, c'est incontestable, mais pas une activité que le corps ne supporte pas encore. Petit à petit, il va développer des capacités musculaires qui vont vous permettre d'aller plus loin. Et en effet, remuscler son corps progressivement, ça va être typiquement de pouvoir mieux amortir une information douloureuse. Et c'est passionnant. Je me suis souvent demandé parce que avant, pendant ces périodes d'errance, j'avais mal tout le temps. Et j'ai vraiment l'impression que les gens ne comprenaient pas, que mon entourage ne comprenait pas que je puisse avoir mal tout le temps. À quel moment, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais à quel moment en fait la douleur bascule et devient chronique? Alors ça c'est intéressant, c'est vrai que il y a des femmes qui ont de l'endométriose qui n'ont pas de douleur chronique. Oui. En fait, la douleur chronique, je dirais que c'est une fragilité du corps qui rencontre une fragilité de l'esprit. Ça c'est une première notion. Qu'au niveau du corps ou de l'esprit, rappelons-nous toujours, la répétition fixe la notion. La répétition d'une agression corporelle ou la répétition d'une agression psychique va modifier au très profond une anatomie et va augmenter l'information et l'ancrer. Du coup, la douleur, elle vient de cette répétition. Alors, au niveau corporel, dans l'endométriose, le premier élément, c'est vrai, c'est la répétition des règles. Oui. C'est pour ça que la pilule a pour intérêt de couper ces règles. Et est-ce que c'est pour ça qu'il y a un intérêt à avoir un dépistage plus rapide et surtout pour les prendre en charge les patientes plus jeunes? Très certainement. D'une part, parce qu'en effet, couper les règles, c'est essentiel pour arrêter ces pics inflammatoires qui agressent mensuellement nos terminaisons nerveuses. Au-delà de ça, c'est vrai que sur un plan mental, nous ne partons pas tous avec le même bagage. Nous n'avons pas tous la même histoire de vie. Et cette histoire de vie, elle conditionne notre cerveau. Elle le fragilise. Une douleur chronique, c'est pas uniquement un événement, c'est un vase qui se remplit au cours du temps. Un vase qui va se remplir de fragilité physique, de fragilité psychique. À un moment, il y a une goutte qui en fait déborder le vase. Et donc, tous ces éléments sont fondamentaux à prendre en charge. Ils sont fondamentaux à expliquer aux patientes. Il faut qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas responsables de leur douleur, mais sans doute qu'elles ont un rôle à porter sur leur prise en charge derrière. Et là, ça passe par la compréhension de tous ces mécanismes. Oui, en fait, se rendre compte que
pour en tout cas la douleur et la qualité de vie, ça va beaucoup être elles qui vont avoir en fait les clés pour s'en sortir. En fait, les clés, elles sont données justement par les thérapeutes. Oui. Et elles sont à utiliser par les patientes. Et c'est vrai que, sans doute, une des grandes difficultés, c'est de faire comprendre comment fonctionne le cerveau. Et de mettre quand même au cœur de cette prise en charge toute cette part psychique. Mais elles ont tellement entendu dire que c'était dans leur tête que c'est quelque chose qui est compliqué. Donc, il faut arriver à expliquer les choses différemment. Elles n'ont pas de responsabilité, mais dans cette compréhension de se dire, oui, c'est vrai, je me sens fragilisée. Et la douleur, en plus, fragilise d'autant plus l'axe psychique. Mais la douleur n'est pas la seule à avoir fragilisé cet axe psychique. Donc, il est important de pouvoir le digérer. Et de digérer ces histoires de vie aussi. Oui, c'est ça. On voit que la douleur est omniprésente dans l'endométriose. Donc, certes, il va y avoir un très fort aspect gynécologique, mais vraiment, quand on est patiente, en tout cas, grosse thématique douleur. Et je me suis toujours demandé pourquoi il y avait si peu de médecins de la douleur spécialisés en endométriose. Et pourquoi, finalement, c'était pas un réflexe et quand on parle de l'endométriose, on pense à une maladie de règles douloureuses et on pense pas à la douleur chronique. Alors que pour certaines autres maladies, on s'est tout de suite associé à la douleur. Alors, je dirais, on repart sur notre apprentissage médical. On nous a appris la médecine par organe. Donc, dans cette thématique de l'organicité. La douleur ne fait partie que d'un listing de symptômes qui amène à un diagnostic. Et c'est ce pourquoi le médecin est formaté. C'est de prendre en charge ce diagnostic au-delà des différents symptômes dont il fait part finalement. Ces symptômes font part de cette maladie, mais ce qui est important pour un médecin, c'est de traiter la maladie. À partir de ce moment-là, eh bien, le gynécologue part sur la pilule. Avec l'idée que la pilule, si on coupe les règles, on coupe la douleur. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque les mécanismes de la douleur sont indépendants même de la cause gynécologique. L'endométriose, en tant que cause gynécologique, va provoquer ces lésions névralgiques. Et ce sont elles qui posent un problème de douleur. C'est pas tant, si je puis dire, la maladie de l'endométriose que les conséquences qu'elle va avoir. Et donc, à ce titre-là, bien, on ne nous a pas appris à prendre en charge la douleur de façon indépendante. Donc, si on n'apprend pas aux médecins, ils peuvent pas savoir. Et les gynécologues, ils ont à leur disposition comme arme pour essayer de calmer la douleur, la pilule, ou l'hormonothérapie en général, et la chirurgie. Ce qui est quand même assez léger. Alors, ce qu'on peut leur reprocher, c'est que les choses ont avancé, on sait qu'il existe des médecins de la douleur, en tous les cas, les médecins savent que ça existe, les patientes pas toujours, et de ne pas avoir le réflexe de pouvoir adresser vers la médecine de la douleur. Maintenant, il y a un deuxième problème, c'est dans la médecine de la douleur, c'est vrai, il y a peu de médecins qui s'intéressent à la gynéco. Là, peut-être parce que le point de départ étant les règles, c'est quelque chose qui est naturel. Puisque les règles, c'est naturel, la douleur, elle est naturelle. Et du coup, elle n'est pas considérée comme une douleur chronique. Et à partir de là, un médecin de la douleur, il est lui formaté pour traiter la douleur chronique. Et bien sûr, avec ce petit plus qui est qu'on est quand même là pour sauver le monde, et donc de s'intéresser peut-être plus aux douleurs d'ordre cancéreuse qu'aux douleurs d'ordre bénigne. Et d'origine, je dirais bénigne. Donc, ces deux aspects-là, peut-être, ont joué dans le fait qu'il y ait peu de médecins de la douleur s'intéressant à des problèmes gynécologiques, en particulier, donc, essentiellement l'endométriose. Oui, ok, c'est plus clair. Et du coup, quand on est patiente, à quel moment on doit se dire « Ah, j'aurais peut-être besoin de voir un médecin de la douleur ». Qu'est-ce qui doit faire tilt ? Dès que la douleur devient chronique. C'est-à-dire plus 3 mois, c'est ça? Douleur. Oui, c'est surtout une douleur. De mon point de vue, moi, la question que je pose souvent, c'est sur le dernier mois, combien de temps vous avez eu mal? Plus de la moitié du temps, moins de la moitié du temps. Et je pense que le curseur, c'est plus de la moitié du temps. Là, il est intéressant de se diriger vers un médecin de la douleur. Ok. Et justement, quand une femme rentre dans votre cabinet pour la première consultation, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on peut attendre en fait d'une consultation avec un spécialiste de la douleur et de l'endométriose? Alors d'abord, j'espère que ça se passe bien. Ensuite, d'abord, c'est de se poser. C'est de se poser, c'est de comprendre les tenants et les aboutissants. Ça, c'est mon travail. Au travers de ça, c'est d'écouter la plainte, c'est d'orienter pour comprendre cliniquement
comment se situent les douleurs, si elles sont là en effet depuis 50% du temps, qu'est-ce qu'elles empêchent de faire, et d'essayer, et ça prend pas mal de temps, de faire comprendre ces fameux mécanismes que je vous ai exposés. Oui. Donc une consultation, c'est assez long. Mm. Parce qu'on laisse un temps de parole pour moi-même comprendre les tenants et les aboutissants, puis derrière, une explication clinique de qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on va mettre en place telle ou telle stratégie. Donc j'explique ce triptyque et nous partons vers, pour le nerf, il y a des traitements, pour le corps, il y a des prises en charge non médicamenteuses corporelles, et pour le cerveau, il y a des approches non médicamenteuses corticales. Et donc, au travers de ça, c'est de mettre en place une stratégie adaptée à chacune, de ne pas, surtout pas partir dans toutes les directions. Beaucoup de patientes que je vois ont commencé par un tas de techniques non médicamenteuses, parce que c'est vrai que les médicaments, ça fait peur, et que déjà j'ai la pilule, et que déjà je prends des compléments alimentaires, et que donc on part vers du non médicamenteux. Et en fait, de temps en temps, le non médicamenteux ne suffit pas, parce que tant que le nerf est irrité, il va rebloquer tout ce que vous mettez en place sur l'aspect corporel. Oui. Donc, il va refragiliser le cerveau. Donc, on n'est absolument pas dans une direction qui puisse permettre une prise en charge suffisamment complète. Donc, voilà, c'est d'expliquer les choses et de dire, voilà la direction qu'on va prendre. Et surtout, ne pas partir dans toutes les directions, parce que le programme est déjà suffisamment impliquant pour ne pas passer sa vie à uniquement prendre en charge ses douleurs et son endométriose. Oui. Et donc justement, je sais que dans les thérapeutiques, enfin, ce que vous pouvez proposer, il y a à la fois pour ce qui est des nerfs, donc souvent les antiépileptiques ou les antidépresseurs à visée antalgique. Et j'imagine que vous devez avoir beaucoup de patientes en fait qui déjà sont surprises par de telles molécules, de tels médicaments, qui ne s'attendaient pas à avoir ces médicaments proposés et qui en ont peut-être peur. Qu'est-ce que vous leur dites ? Alors déjà, je leur dis, voilà, vous allez tomber de votre chaise, je vais vous donner 2 gros mots, il faut pas en avoir peur. C'est les antiépileptiques et certains antidépresseurs à visée antalgique. Et vous faites bien de dire à visée antalgique. Parce qu'en fait, tous les antidépresseurs ne sont pas à visée antalgique. C'est une question pharmacologique. Certains d'entre eux, et en fait, il y en a très peu, sont des très mauvais antidépresseurs, soit dit en passant, et des excellents antidouleurs. Ils boostent en fait une voie de contrôle de la douleur du nerf. Les antiépileptiques permettent à ces nerfs de ne pas décharger. Vous savez, les décharges électriques, coup de poignard, c'est parce que le nerf décharge, comme dans une maladie épileptique. D'accord. Mais les choses ne se passent pas au niveau du cerveau, ils se passent au niveau du corps, là où il y a la lésion. Et les antiépileptiques agissent comme un réducteur de ces décharges électriques. Il faut savoir que ces traitements sont en fait des cicatrisants. C'est comme un pansement que l'on mettrait sur une plaie et un nerf, en fait, il cicatrise tout seul. Là, il peut plus. Donc, on lui met un pansement dessus et il reprend sa cicatrisation. Ça, c'est quand même assez positif de voir les choses comme ça. Oui. Alors, ça restera des zones de fragilité, mais comme toute plaie, il restera une cicatrice, mais elle n'est pas obligée de faire parler d'elle. Donc, ces traitements ne sont pas à vie. Ils sont quelques temps, quelques mois, c'est vrai, le temps de cicatrisation. Que ces traitements, il n'y a aucun risque de dépendance ni d'accoutumance. Qu'il n'y a aucune dangerosité, parce que s'il y a des effets indésirables, on les voit, et c'est la limite de l'exercice. Il faut, pour être un bon traitement de la douleur, avoir des effets positifs, sans effets négatifs. Alors, c'est pas toujours une baguette magique. Non. Mais c'est parce qu'on demande un traitement. D'abord, les traitements, ils ne vont agir que sur le nerf. En aucun cas, ni sur le corps, ni sur le cerveau. C'est un point de départ. C'est d'essayer d'éteindre et de cicatriser ces nerfs pour commencer à s'occuper du corps et du cerveau. Et donc, même quand on est avec un effet de 30%, on est déjà content. On rentre dans le cercle vertueux. Donc, il ne faut pas attendre une baguette magique de la prise en charge. Elle avance progressivement, on a un point de départ, on éteint l'allumette de notre incendie et on va pouvoir commencer à prendre en charge les braises. En fait, si je comprends bien de mon point de vue de patiente, finalement, c'est peut-être moins dangereux pour nous de prendre ces traitements, donc ces antiépileptiques ou ces antidépresseurs à visée antalgique, que de prendre tous les mois des antalgiques qui parfois peuvent être palier 1, palier 2, palier 3. Alors, je suis tout à fait d'accord. D'abord, quand il s'agit des règles, là, c'est une autre problématique. Si nous n'avons mal, ou si vous n'avez mal que pendant les règles, et que le pic est donc inflammatoire, c'est le seul moment qui justifie un anti-inflammatoire. Voire quelques opioïdes
pour avoir un rôle plus important. C'est surtout en dehors de ces douleurs de règles que là, il n'y a plus aucun intérêt. Les anti-inflammatoires, les opioïdes, n'ont pas de rôle sur les douleurs névralgiques. Et même, les opioïdes, notion que même les médecins n'ont pas toujours, les opioïdes, quand on en prend, quel que soit l'opioïde, que l'on soit avec de la codéine, de la lamaline, qui sont des extraits d'opium, le tramadol, la morphine, l'oxycodone, n'importe quel de ces opioïdes va, d'un côté, essayer d'être antidouleur, ce qui n'est pas le cas pour les douleurs névralgiques, vous l'aurez compris, j'espère, va en parallèle, et c'est une réaction automatisée du corps, fragiliser, en fait, notre corps de la douleur. En fait, un opioïde, ça augmente la sensibilité du corps. Oui. L'information douloureuse par répétition augmente cette sensibilité, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, mais prendre un opioïde va aussi agir sur une voie qui augmente elle-même l'information douloureuse. C'est ce qui explique d'ailleurs le fait d'être tolérant à la morphine et de devoir augmenter la dose pour avoir le même effet. C'est que ça augmente une sensibilisation du corps, donc nécessitant d'avoir plus de médicaments. Donc finalement, on se fragilise. On augmente, en prenant des opioïdes qui n'ont en plus pas d'effet, cet axe de mémorisation de la douleur et une augmentation de l'information douloureuse. Donc oui, il faut les éviter. Effet que nous n'avons pas du tout avec les antidépresseurs à visée antalgique et les antiépileptiques qui, au contraire, réduisent, en plus d'être antidouleurs, réduisent cette voie de la mémorisation. C'est dingue parce qu'en fait, vu que c'est pas prescrit par les mêmes médecins, je pense qu'on a plus tendance, même si on sait que c'est dangereux, évidemment, mais de s'orienter vers de la codéine ou que d'aller vers ces médicaments-là qui font plus peur parce qu'en fait, on est moins habitué et qu'on connaît moins. Et les médecins aussi, parce que finalement, s'ils prescrivent de la codéine, c'est parce que c'est les seuls traitements qu'ils connaissent. Et finalement, on voit là le manque de connaissances auprès de ces médecins, de ces soignants en général, face à ces thérapeutiques et puis face à ce qu'ils pourraient éventuellement proposer ou vers qui ils pourraient diriger les patientes en complémentarité de leur propre rôle. Parce que finalement, je ne suis pas gynécologue. Je ne l'enlève en rien leur compétence de gynécologue. Nous sommes là en partenariat. Justement, c'était ma question. Donc, quand une femme vient vous voir, donc vous potentiellement vous proposez ces thérapeutiques, qu'est-ce qu'elle doit faire en plus? Parce que vous avez dit que c'était pas miraculeux. Est-ce que vous orientez vers d'autres professionnels de santé? Qu'est-ce qui va être son nouveau parcours? Nous sommes tous là en partenaire avec chacun nos compétences qui vont se compléter les unes les autres pour réduire l'ensemble de l'incendie douloureux. Le gynécologue, d'une part, et le médecin organiste de cette prise en charge, il s'occupe de la maladie pour essayer de réduire ce que provoque cette maladie sur un plan délétère de lésions névralgiques, mais aussi d'inflammation à bas bruit. Ensuite, on a ces traitements pour prendre en charge ces terminaisons nerveuses. Et puis, il va falloir aller relancer la prise en charge du corps, relancer cette mobilité. C'est pour moi fondamental. C'est vraiment un axe qui est fondamental. Tant que le nerf est irrité, c'est compliqué à pouvoir mettre en place. Et cette approche-là, elle passe par plusieurs professionnels d'abord. On a les professionnels qui vont venir déverrouiller cette zone. Il y a des nœuds partout, ça bouge plus, c'est coincé, c'est contracturé. Là, c'est l'ostéo en premier lieu. L'ostéo, c'est pas tous les 4 matins. On déverrouille déjà le bassin, puis ensuite, on peut aller voir l'ostéo si besoin, parce que, par exemple, avec le rééducateur, on patine, on ne progresse plus. Donc là, il y a peut-être des nouveaux nœuds qui sont à droite à gauche qu'on n'a pas vus la première fois. C'est intéressant d'aller redéverrouiller. Le kiné ensuite est le deuxième professionnel de santé fondamental. Il va lui réapprendre à vos tissus à lâcher, à ne plus être contracté pour un rien, et à se renforcer musculairement pour justement combattre toute contracture. Le kiné, en général, c'est plutôt une fois par semaine, au début. Les kinés peuvent vous apprendre des petits exercices que vous pouvez vous faire à la maison de façon régulière pour, évidemment, renforcer plus rapidement votre bassin. Et le troisième axe, après celui de déverrouiller et de renforcer, c'est celui de maintenir. Et ça, c'est l'axe de l'activité sportive. Alors, il y a plein de sports possibles. La règle du jeu, c'est de ne pas se faire mal. Il vaut mieux faire un petit sport tous les jours qu'une grande activité une fois par semaine. C'est de réapprendre à nos tissus à s'autonomiser. Alors évidemment, les sports les plus adaptés sont sans doute le pilate, le qigong,
Le yoga, c'est pas toujours évident, en fait, contre toute attente. Il y a le tai chi, et puis il y a le sport que vous avez envie de faire. Et parfois, quand on n'est pas du tout sportif, il sert à rien de dire on va aller courir, surtout si ça vous plaît pas. Enfin là, on a besoin de votre adhésion et qu'on cherche ensemble une activité que vous pouvez mettre en place. Mais c'est vrai qu'il va falloir mettre en place cette activité physique régulière. Et puis après, c'est la prise en charge du cerveau. De mon point de vue, il y a 2 questions à se poser. Il y a la question du pourquoi est-ce que je suis submergée par mes émotions qui fait que la douleur augmente. Et la réponse à la question, comment je fais moi à un instant T quand je suis submergée par mes émotions. Et là, pour essayer de faire court, finalement, la réponse à la question du pourquoi, c'est plutôt l'orientation psychothérapique. Et la réponse à la question comment je fais, c'est plutôt la sophrologie, la méditation. C'est un lieu d'apprentissage, en fait. Dans cette direction-là, il faut savoir que c'est la répétition, là aussi, qui va fixer la notion. C'est que si vous répétez les exercices, votre cerveau va se modifier en profondeur et être beaucoup plus apte à spontanément arriver à maîtriser une douleur. C'est, pour exemple, les fakirs. Les fakirs qui se mettent sur des picots là, douloureux. Les expériences ont été claires. Il y a une information douloureuse. Et quand on regarde par IRM fonctionnel leur cerveau, la zone de la douleur, il n'y a aucune information. Mais alors la zone frontale, elle est hyperactive. Ils font de la méditation en permanence depuis très longtemps. Spontanément, le cerveau, la zone frontale se met en route dès qu'une information douloureuse arrive. Mais en plus, ils sont en méditation pendant cette action. Donc, il y a 0 information douloureuse. Oui. C'est vrai que quand on est patiente, on peut se dire « Ouh là là, j'ai tellement de choses à mettre en place ». Et c'est vrai, mais si ça peut rassurer, je trouve que en fait, là, on va être obligé, l'endométriose force à mettre de l'activité physique dans notre vie, à prendre en charge sa santé mentale, à réfléchir à sa gestion du stress. Mais là, c'est vraiment mon expérience et donc c'est mon avis. Mais je trouve que c'est finalement quelque chose du temps qu'on va gagner pour après. Parce que j'imagine que dans sa vie, on va quand même être confronté à un moment, il va falloir mettre plus d'activité physique. À un moment, il va falloir travailler sur soi et aussi gérer son stress. Donc pour les patientes qui nous écoutent, c'est vrai que c'est beaucoup à mettre en place, mais je trouve que après, une fois que, c'est pas tout de suite, mais une fois que le temps est passé, finalement, c'est des outils qu'on peut garder et dont on est vraiment très content d'avoir par rapport à d'autres personnes. C'est exactement ça, Camille. C'est même au-delà de la douleur. Finalement, la douleur, c'est aussi une partie visible d'un iceberg. Et parfois, alors, on ne peut pas s'en rendre compte au début. Mais cette douleur, elle va en effet vous obliger à revoir vos axes de vie de façon tout à fait différente. Mais finalement, elle va vous préparer à peut-être des expériences de vie. La vie est longue, à des expériences de vie qui sont difficiles et qu'on arrive beaucoup mieux finalement à gérer, à résoudre parce qu'on a déjà ces bagages en poche, ces outils en poche, et que ces expériences douloureuses nous aura sans doute appris à être mieux avec soi-même et finalement à affronter la vie de façon tout à fait différente et peut-être plus positive. Ouais, j'en suis convaincue. Donc c'était pour rassurer que on choisit pas d'avoir l'endométriose à refaire, on n'en aurait pas forcément comme toutes les maladies, mais qu'on apprend quand même, on part aussi avec des choses qu'on a appris qui vont nous être utiles, je trouve beaucoup. Enfin, c'est ce qu'on nous explique d'ailleurs dans l'éducation thérapeutique, c'est que le patient chronique, par sa pathologie, va développer des compétences et c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et maintenant, j'aimerais qu'on change un peu de perspective sur la douleur parce que c'est un angle qui m'intéresse ici beaucoup. Pour moi, la douleur, c'est pas uniquement un symptôme, en fait, c'est aussi très révélateur de notre société, de la place des femmes, de la place des plus fragiles. Et pour moi, je voulais... Il y a une question qui m'a toujours un peu traversée, c'est j'ai l'impression que la douleur, en fait, elle dérange et que parfois, même certains médecins, professionnels de santé, peuvent se sentir dérangés par la douleur. Elle agresse. D'abord, la plainte de l'autre est par définition agressive parce que elle nous rend coupables de ne pas avoir forcément d'armes. Mais on le voit même à titre personnel, quand vous avez un proche qui se plaint, on est tout de suite agressé parce que on ne sait pas quoi faire. Et je fais une parenthèse, c'est exactement ce qu'on peut voir en endométriose, c'est la place du compagnon ou de la compagne qui se retrouve dans une situation extrêmement délicate et difficile. Donc la place de la douleur et de la plainte, oui, elle dérange fatalement.
Alors, chez le soignant, c'est une sorte de barricade. C'est de pouvoir, parce qu'on n'a pas d'armes, on en revient toujours à la même problématique, hein, c'est les outils qu'on nous a donnés en tant que soignants et qu'on n'a pas eu pour pouvoir prendre en charge un symptôme qui est criant, qui est prédominant. Et à partir de là, si on n'a pas les armes, d'autant plus qu'on est censé être le sachant, c'est une évidence que ça nous met en difficulté. Donc, c'est d'autant plus agressant pour un soignant. Donc, il y a la prise en charge des nerfs, la mobilité, la tête, la santé mentale, le fait de muscler son cerveau, parce que ça, j'aime bien aussi qu'on représente les patients un peu comme des sportifs. Mais on parle souvent de l'inflammation, quand même, dans l'endométriose en tant que patiente. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça ? Oui, c'est quand même un point très important. D'abord parce qu'on en parle. L'inflammation, la maladie est inflammatoire. Une fois encore, elle est inflammatoire à bas bruit. Elle lamine progressivement nos tissus, dont les tissus nerveux. Mais elle existe. En fait, mon triptyque douloureux dont je parlais tout à l'heure, nerfs irrités, tissus qui bougent pas, tête qui mouline, est sous influence quand même biochimique. L'inflammation à bas bruit et les hormones. Et il est vrai que si l'on met en place des compléments alimentaires, la fameuse alimentation anti-inflammatoire, nous réduisons la problématique initiale d'agression de nos tissus. Donc, c'est quand même une prise en charge qui peut être complémentaire et importante. Et sur l'aspect hormonal, je voudrais quand même faire une précision. C'est que les gynécologues, une fois encore, prennent les hormones comme antalgiques. Non, la pilule n'a jamais été un antalgique. Par contre, c'est vrai que les hormones ont une influence sur la conduction de l'information douloureuse et sur la manière dont le cerveau va réagir à une douleur. Et là, je peux vous dire, on part pas gagnante. Hommes et femmes, on part pas gagnante. La testostérone, qui est une hormone qui globalement est stable, va réduire l'excitabilité de l'information douloureuse. Donc ça, c'est au niveau de notre corps. Et au niveau de notre cerveau, va orienter cette information vers notre lobe frontal, qui est le lobe aussi de la stratégie. Ce qui fait qu'à une douleur, la première réaction induite chez l'homme, par notre cerveau, va être stratégique. On s'arrête de bouger. Chez une femme, œstrogène et progestérone ne vont pas avoir le même rôle. Œstrogène et progestérone vont augmenter certains systèmes inhibiteurs de la douleur. On devrait être donc à égalité avec les hommes pour des raisons différentes. Sauf que le problème, nous avons 2 hormones. Et elles ne sont que rarement à dose idoine ensemble. En gros, trop d'œstrogène ou trop de progestérone, pas assez d'œstrogène ou pas assez de progestérone, augmente la douleur. Il faut que ce taux de l'un et de l'autre, ensemble, soit idoine. C'est une des raisons pour lesquelles nous ne sommes pas à égalité avec les hommes. La deuxième raison, c'est que ces hormones, notre information douloureuse, une fois qu'elle est arrivée dans notre cerveau, va se diriger non vers le lobe frontal, mais vers le lobe limbique, lobe des émotions. Et c'est pour ça que la première réaction chez une femme quand il y a une douleur, c'est une réaction émotionnelle qui elle-même va augmenter l'information douloureuse, non stratégique. L'histoire de la pilule, c'est que ce taux hormonal idoine est complètement interindividuel. Chacune d'entre nous, nous n'avons pas le même taux oestrogène-progestérone ensemble, identique. C'est pour ça que certaines pilules chez certaines femmes peuvent un peu réduire la douleur, mais chez certaines autres vont augmenter la douleur. Une chose est sûre, c'est que la pilule n'a aucun rôle sur les douleurs neuropathiques. Elle va avoir juste une espèce de rôle mini-protecteur, encore que, vous l'aurez compris, ça dépend du dosage, mais aucun rôle directement sur des lésions névralgiques. Et du coup, pour bien préciser, parce qu'on parle de douleurs chroniques, on parle de douleurs neuropathiques, qu'est-ce que c'est que, simplement pour qu'une patiente puisse comprendre, une douleur neuropathique ? Donc une douleur neuropathique, c'est le fait qu'il y ait des lésions des petits nerfs qui s'expriment, parce qu'ils sont lésés, donc ils ont mal, ils vont s'exprimer sous la forme, comme je le disais, de coups de poignard, de coups de couteau. C'est ça une douleur neuropathique. C'est l'aspect que nous appelons physiopathologique, c'est-à-dire mécanistique, initiale de la douleur. Soit elle est inflammatoire et on appelle ça des douleurs nociceptives, soit elle agresse le tissu neurologique, neuroinflammation, et donc c'est neuropathique. C'est un terme générique si vous voulez. D'accord. Et du coup, j'ai aussi l'impression que y a une différence d'accueil ou de vision en fait même entre la douleur des hommes et la douleur des femmes. Est-ce que vous le voyez dans votre pratique ?
Oui, alors d'abord parce que m'étant spécialisée en endométriose, il y a peu de chances que je vois énormément d'hommes. Ensuite parce que, alors d'abord il y a un inconscient collectif. La femme est de facto fragile. Donc si elle est fragile, dans sa plainte elle exagère. C'est un état de fait. La douleur de l'homme, de fait, est la douleur héroïque, et donc celle de la femme, de la fragile. Donc dans l'inconscient collectif, et ça perdure, dans l'inconscient collectif, une douleur féminine est forcément exagérée. Alors on le voit, hein, il y a eu des études absolument passionnantes dans la prise en charge des douleurs aux urgences. Eh bien, quand une femme ou un homme viennent aux urgences pour une douleur, on va donner à un homme un antalgique et à une femme en première intention un anxiolytique. Ça dit beaucoup de la considération que nous avons de la douleur au féminin. Alors quand il s'agit en plus de douleurs centrées sur les règles, sur la gynéco et les règles qui sont naturelles, autant vous dire qu'il n'y a plus personne, quoi. Que, bah oui, elles exagèrent. Oui, c'est vrai que là, il y a plein de choses qui s'imbriquent. Il y a à la fois le tabou des règles, les religions, le fait que les femmes soient plus émotionnelles, et donc tout ça fait que il y a la plainte est moins bien accueillie, moins prise en compte. Oui, alors vous parliez des religions. Il est évident que culturellement, nous n'avons pas eu tous le même enseignement face à la douleur. La religion catholique, eh bien, la douleur est rédemptrice. Donc, pourquoi la prendre en charge? Puisque plus on aura mal, mieux on sera accueilli au ciel. Que dans les religions plus de type musulmane ou juive, on est plus dans comprends pourquoi tu as mal. C'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Donc, on a une symbolique, ça va au-delà de la croyance en Dieu. C'est que c'est hyper inscrit dans notre propre culture, cette vision que nous avons de la douleur. Et au-delà de ça, il y a la vision que nous avons de la femme. Et tout ça va se cumuler pour délégitimer, pour réduire la crédibilité d'une plainte douloureuse au féminin. Et d'ailleurs, j'avais appris que le mot hystérique venait d'utérus, et qu'en fait, c'était... Comment on est passé d'utérus à hystérique avec cette vision qu'on a de l'hystérie? Alors en fait, c'est Hippocrate qui est le premier a décrit l'hystérie. En fait, hystéria, ça veut dire utérus en grec. Et Hippocrate n'avait absolument pas d'arrière-pensée de penser que la patiente inventait ses douleurs. Hein. Pas du tout, du tout. Mais il était dans l'incompréhension de certains symptômes qui venaient de l'utérus, avec des plaintes qu'il n'arrivait pas à expliquer scientifiquement. Et il est parti de ce concept de l'hystérie, expliquant des symptômes douloureux que lui n'expliquait pas scientifiquement. Puis après, ça a été dévoyé, en particulier au XIXe siècle, où une plainte non expliquée était forcément une plainte exagérée, venait d'une maladie psychiatrique. Et donc, on enfermait énormément de femmes dans les asiles. Et ça, c'est toute la part du XIXe siècle. Oui, et puis jusqu'à la grande moitié du XXe siècle. Bien sûr, jusqu'à la grande moitié du XXe siècle. Où il y avait encore beaucoup de femmes qu'on a su qui avaient de l'endométriose ou des douleurs chroniques qui étaient soit internées, soit... Absolument, sans compter que l'utérus laisse encore beaucoup d'inconnus et que finalement, c'est un organe qui a sans doute fait fantasmer beaucoup de médecins, qui étaient surtout des hommes, bien sûr, à l'époque, mais fantasmés par un manque de compréhension absolue. Ça a été quand même, c'est assez récent de savoir que le sexe d'un bébé est donné par le spermatozoïde. Oui, c'est récent. C'est extrêmement récent. Avant, c'était la femme la responsable de ce sexe. Oui, c'est Donc, vrai. si elle donnait une fille, c'était de sa faute. Je dis de sa faute parce que les garçons étaient plus importants que les filles, notamment dans la royauté. Donc, donc, l'utérus continue à avoir des secrets. Preuve en est, c'est que dans l'endométriose, on ne comprend pas encore tous les mécanismes. Oui, en fait, on ne sait pas réellement. Il n'y a pas une cause qui explique toutes les endométrioses. On est quand même encore dans l'incertitude. On est dans l'incertitude d'un certain nombre d'éléments qui peuvent développer cette maladie, au cœur donc d'un organe qui garde encore beaucoup de mystères. C'est intéressant qu'il y ait encore du mystère en médecine, même si bon, on aimerait qu'il y en ait moins. Et concernant la douleur, moi, je me souviens de moments où, à force, en fait, de pas être crue dans ma douleur, j'ai commencé à me dire, mais en fait, je dois exagérer. Enfin, c'est pas possible. Et en même temps, il y avait ces évanouissements, la difficulté à marcher. Mais je me disais, ou alors, en fait, je suis chochotte, c'est tout. Est-ce que vous voyez des femmes comme ça qui arrivent dans votre cabinet, qui, en fait, sont un peu perdues à force de pas être crues?
C'est mon quotidien. Et c'est de remettre au centre de cette compréhension ces mécanismes de la douleur, pour qu'elle puisse même mieux faire expliquer à l'entourage. Une des problématiques aussi de l'endométriose, c'est que c'est une maladie qui ne se voit pas. Elle s'exprime, et c'est au travers de cette expression que on voit à quel point elle peut être délétère. Mais c'est pas une maladie visible comme une amputation, quelque chose qui augmente là encore le fait que le patient devienne crédible. Donc oui, je vois principalement des femmes justement qui ne sont pas crues. Et alors le fait de ne pas être crue ne va faire qu'augmenter et alimenter la douleur, parce que sur un plan cérébral, ça fait bien mouliner. Et elle se voit pas parce qu'il n'y a pas d'amputation, mais elle se voit même pas sur les imageries pour certaines. Donc en fait... Même pour la plupart. Ouais, pour la plupart. Donc en fait, on parle vraiment de quelque chose qui est invisible et qui pourtant impacte leur vie de tous les jours. Donc, absolument. Mais c'est le cumulatif, en effet. C'est vrai que ne pas être cru quand on se plaint, c'est difficile à vivre. Et ça ne fait qu'auto-alimenter les systèmes. Ouais. Déjà, pour beaucoup de patientes, quand elles ont un diagnostic, elles disent « ouf ». Alors, certaines peuvent être angoissées parce qu'elles imaginent qu'elles vont plus avoir d'enfants, tout ça. Ce qui est absolument pas le sujet, en fait. Parce qu'une endométriose ne va pas fatalement vous empêcher d'avoir des enfants. J'ai aussi certaines patientes que je vois bien après qu'elles aient eu 3 à 4 enfants sans difficulté et tout à coup, elles ont des douleurs qui se révèlent. Donc, le sujet principal, de mon point de vue, c'est vraiment la douleur. Et d'ailleurs, on est plus facilement enceinte quand on n'a pas mal. Donc, tout ça est un peu un cercle vicieux. Et d'ailleurs, est-ce que du coup, vous pensez que l'endotest, enfin le test salivaire, ça va du coup être une aide pour avoir plus de dépistage et du coup plus de patientes qui au moins seront fixées sur leur pathologie? Alors, c'est une superbe révolution. La problématique, c'est quid derrière. Ouais. Parce que du coup, on ouvre l'entonnoir, mais le goulet, il est toujours d'étranglement. Ouais. Donc, il n'y aura pas plus de gynécologues pour aider les patientes, parce qu'une fois qu'on sait qu'on a un diagnostic, on fait quoi? C'est vrai. L'errance post-diagnostic est quelque chose qui existe. C'est trouver, évidemment, un gynécologue qui puisse commencer à essayer de prendre en charge la pathologie, l'aspect organique, c'est de mettre en place une stratégie aidée par ce gynécologue ou un médecin de la douleur ou son médecin généraliste, qui est quelqu'un d'extrêmement important dans la prise en charge, pour mettre en place des stratégies contre cette douleur. Mais une fois qu'on a un diagnostic, on a juste ouvert l'entonnoir. Ouais, tout à fait. Enfin, c'est vrai qu'on peut être soulagé et on peut aussi être perdu parce qu'on ne sait pas du tout quels sont les professionnels qui vont être capables de nous aider. Et ça peut même générer de la colère. Oui. De la colère, y compris chez le compagnon, parce que finalement, culpabilité d'avoir plus ou moins cru dans les plaintes de leur femme, elles ont un diagnostic et là, il n'y a plus personne qui prend en charge. Donc, tout ça auto-alimente en fait des frustrations. Du coup, là, on parle de l'errance post-diagnostic et de la prise en charge et des professionnels de santé. Et du coup, ça m'amène à ce sujet. Moi, ce que j'admire beaucoup chez vous, c'est vraiment votre engagement, le fait de vouloir faire parler de la douleur, former les autres professionnels de santé, notamment avec le fait d'avoir cofondé le réseau Resendo. Je trouve que vous êtes comme une militante de la douleur et vous donnez aussi aux patientes envie de la combattre. Pourquoi en fait avoir participé à la création de Resendo, former ces soignants, qu'est-ce qui vous anime? Cette spécialité, c'est une spécialité qui est très valorisante parce que bien souvent, les patientes me renvoient quelque chose qui me nourrit. Que mon objectif en tant que médecin, c'est avant toute chose de rendre c'est de rendre les patientes dans une capacité de pouvoir vivre et d'être heureuses. Alors, c'est un objectif qui est peut-être très pompeux, mais c'est cet accès-là, et donc c'est une spécialité qui est très valorisante. Et oui, j'engage vraiment les médecins à pouvoir plus s'y intéresser parce que on apprend beaucoup, et on donne beaucoup, mais on reçoit beaucoup. Mais c'est génial. Parce que si ça peut donner envie à plus de médecins de faire ça. Et c'est vrai que moi, je trouve que oui, je comprends que ça soit valorisant et en tout cas, c'est très important pour nous, les patientes. Je pense que tout patient rêve qu'on lui dise « je vous entends et je vous comprends et je vais vous aider ». Parce que finalement, en fait, c'est ça qu'on demande.
on demande pas forcément de solution à la base. Là, je parle aussi un peu pour moi, donc tout le monde ne doit pas se retrouver dedans. Mais dans l'endométriose, on sait qu'il n'y en a pas déjà. Et on ne demande pas de solution. On demande d'être accompagné. Oui, en général, les patientes demandent déjà d'être crues, d'être écoutées. Et c'est vrai que certaines peuvent venir dans mon cabinet et elles attendent une solution absolue. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de solution absolue. Puisqu'il y a ce triptyque, nous n'avons pas un traitement pour l'ensemble des traitements qui sont là et des éléments qui génèrent la douleur. Nous n'avons pas un seul traitement pour ces éléments qui génèrent une douleur. Nous avons des outils. Notre boulot, c'est de mettre en place une stratégie et de convaincre la patiente d'adhérer à cette stratégie. En même temps, on n'a pas non plus de connaissance absolue. Je ne détiens pas la vérité. Mais j'essaie de me battre pour ce qui me semble être juste pour ces patientes, en les écoutant et en intégrant leurs envies, leurs objectifs, afin qu'on se retrouve ensemble, c'est un partenariat, à trouver les meilleures solutions pour elles. Et il n'y a pas de solution, mais pour rassurer certaines patientes, je trouve qu'on peut quand même nettement améliorer sa qualité de vie après plusieurs mois, parfois années de travail sur ce triptyque, sur cette hygiène de vie. Donc c'est quand même possible. Alors, il n'y a pas de solution absolue, mais il y a des solutions. Il y a des stratégies qui vont authentiquement, non pas, parce que j'entends souvent, oui, il faut que j'apprenne à supporter ma douleur. C'est pas apprendre à supporter votre douleur, c'est apprendre, ou en tous les cas, mettre en place des stratégies qui vont réduire des éléments douloureux authentiquement. Réduire l'hyperactivité des terminaisons nerveuses, augmenter le corps à amortir une douleur et réduire les zones qui amplifient le message douloureux. Donc ça n'est pas supporter en serrant les dents, c'est authentiquement réapprendre et mettre en place des stratégies qui authentiquement vont cicatriser, d'une certaine manière, guérir ce pourquoi on a mal. Et du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux patientes qui nous écoutent et qui connaissent la douleur chronique? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Que je pense qu'il y a une solution pour chacune. Qu'elles n'ont aucune responsabilité dans leur douleur. Mais, sans doute, qu'elles ont un rôle à jouer dans leur prise en charge. Et de même, qu'est-ce que vous pourriez dire, donc s'il y a des professionnels de santé qui nous écoutent, en tant que collègues et témoins? Qu'une douleur, c'est vrai, ça s'écoute, que c'est très enrichissant et que les solutions, puisque nous sommes formatés pour essayer de sauver le monde et de sauver la douleur de nos patientes, que l'écoute amènera à un tas de nouveaux outils qu'ils vont pouvoir utiliser et pour lesquels il y aura une satisfaction en tant que soignant bien plus importante. Merci beaucoup. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est peut-être que vous vous sentez concerné ou que vous avez pensé à quelqu'un. En tout cas, je suis convaincue qu'on a tous un rôle à jouer sur l'accueil, la prise en charge de la douleur et déjà répéter qu'avoir mal, ce n'est pas normal. Et merci infiniment, Dr Lulurie, d'être venu. C'était très enrichissant et je pense que ça va beaucoup nous aider. Merci beaucoup, Camille. Merci à toutes qui écoutent. Au revoir. Au revoir.